Bonsoir, Mediapart Live continue et comme on vous l'a annoncé au tout début de ce live, on s'interroge avec Romaric Gaudin sur le lien entre la politique économique et puis la politique du gouvernement en matière de liberté. Romaric, au début d'Emmanuel Macron, au début politique, lors de son irruption dans le paysage et de son élection en tant que président, il a souvent été décrit comme un libéral sur tous les plans, c'est-à-dire libéral politiquement, économiquement, culturellement. Et là, on vient d'avoir la discussion sur la liberté de la presse, on va la voir dans un instant sur la liberté de manifester. On s'aperçoit qu'il y a des tentations autoritaires, certains disent liberticides. Et toi, dans un papier récent dans le journal, qui est accessible aux abonnés, tu expliques qu'il y a des origines de cette pente autoritaire dans sa politique économique. Comment ça se fait qu'il y a donc cette cassure dans le libéralisme d'Emmanuel Macron, qui a un libéralisme économique qui reste au premier plan, et puis les autres qui sont sans doute abandonnés, ou en tout cas fortement atténués? Alors, en fait, c'est vrai que lors de la campagne de 2017, Emmanuel Macron s'est distingué de François Fillon, par exemple, par le fait qu'il défendait un libéralisme également sur le plan sociétal par rapport au libéralisme économique. Et sur le plan économique, il était un peu aligné sur la position de Macron. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est de montrer finalement, ou d'essayer de comprendre comment cette priorité qu'il a donnée à son programme économique, puisque c'est d'abord en fait sur ce programme économique qu'il s'est défini. Il était ministre de l'économie, il a une formation qui est une formation plutôt de technocrate économique et financier. Il est passé par la Banque d'affaires. Il est passé par la Banque d'affaires, il est passé par l'inspection des finances, donc il a cette formation. Comment finalement, dans cette formation, dans cette priorité qu'il donnait au libéralisme économique, entendu comme l'alignement finalement de l'économie française sur l'ordre néolibéral mondial, comment ça finalement contenait déjà en germe l'évolution vers un régime plus autoritaire. Et finalement, on peut l'expliquer par le fait que le point de départ d'Emmanuel Macron, c'est de dire si la France ne réussit pas, et on a un discours qui est très décliniste en fait dans la pensée macroniste, si la France ne réussit pas, c'est parce que justement elle ne se soumet pas à cet ordre économique mondial, elle ne l'accepte pas. Et donc, elle doit l'accepter. Et cet ordre économique mondial, c'est quoi? C'est celle qui a été créée après la crise des années 70, n'a pas été remis en cause en réalité par la crise des années 2008, et qui donne la priorité à la liberté du capital sur toutes les autres libertés. Et ça, il y a un livre récent de Quinn Slobodian, qui est un historien états-unien, qui a publié un livre sur les origines du néolibéralisme et qui explique bien que c'est cette priorité donnée à la liberté du capital sur les autres libertés qui détermine ce qu'est en fait l'ordre néolibéral. Et Emmanuel Macron, il est dans cette logique-là. Et lorsqu'il doit choisir entre plusieurs libertés, eh bien finalement, il choisit d'abord cette liberté-là, parce que pour lui, le vrai problème de la France, c'est pas un problème de liberté publique, c'est pas un problème de liberté liée à de l'information ou des choses comme ça, c'est d'abord le fait que le capital en France n'est pas libre. Et ça, il l'avait dit, on va peut-être y revenir, mais en tout cas, dans une interview qu'il avait accordée, c'était assez ironique, le 1er mai dernier à Forbes, le magazine des milliardaires américains, où il avait fait une profession de foi, en tout cas, qui était très parlante de ce point de vue. Alors, on va reparler de cette interview tout à l'heure, mais si tu dis qu'il doit faire un choix, à un moment, ça veut dire que quelque part, ça résiste dans la société française par rapport à ce libéralisme économique ou à cette liberté du capital, sélective pour le capital. Question un peu naïve, mais pourquoi la société française résiste à cette potion libérale ou néolibérale? Pourquoi la position de la France en tant qu'économie fait que sa société a du mal à accepter ces réformes, dont certaines ont été accomplies dans d'autres pays? Alors en fait, la position d'Emmanuel Macron et de ses partisans, elle est assez caricaturale. C'est-à-dire qu'à les écouter, en réalité, depuis le début des années 80, la France est restée totalement immobile, n'a pas bougé. Comme si le vieux dirigisme à la française se serait perpétué. On serait encore au même niveau que dans les années 40 ou 50.
Évidemment, ce n'est pas du tout le cas. La France, elle est intégrée dans le circuit mondial et depuis les années 70 et encore plus depuis, évidemment, le début des années 80, la France a effectué, elle aussi, tout un tas de réformes néolibérales. Ne serait-ce que par l'appartenance au marché unique, à la zone euro. Sûr, voilà, c'est quand même pas rien. D'abord, le tournant de la rigueur en 1983, qui confirme en fait l'appartenance au système monétaire européen et donc à un certain nombre de règles qui induisent des réformes de gouvernance en France. Dans les années 80, la France était en avance sur ses concurrents, notamment dans la libéralisation financière. Donc il y a eu en réalité une évolution française vers le néolibéralisme. La différence, c'est qu'en réalité, et ça c'est une idée qui est défendue par l'économiste Bruno Amable et Stefano Palambarini qui écrivent ensemble beaucoup de livres sur ce sujet, le modèle français qui s'est défini par l'introduction de ces éléments de néolibéralisme n'a pas été un modèle de néolibéralisme pur ou très avancé, mais plutôt un modèle hybride où en fait les anciennes formes de solidarité, les anciennes formes de défense sociale se sont adaptées, transformées sous le coup des réformes, mais en tout cas ont continué à persister. Et donc on a un modèle qui est un modèle que Bruno Amable appelle hybride, modèle mixte, qui en fait est pas unique parce qu'il y en a d'autres, mais assez original dans le système économique mondial et qui défend, d'ailleurs, qui fait en sorte que la France, par exemple, a une croissance qui généralement est un peu moins forte en période de croissance que les autres pays, mais qui a des périodes de récession qui sont plus faibles que les autres. Et ça, c'est quelque chose qui est issu en fait de choix politiques, c'est-à-dire qu'à un moment, les grands partis politiques français, la droite et la gauche, celles qui ont été les adversaires du macronisme, les héritiers du gaullisme et puis les socialistes, et les socialistes ont en réalité fait des compromis sociaux pour pouvoir faire imposer ces réformes néolibérales. Et donc, ils ont fait ce que Emmanuel Macron appelle toujours des semi-réformes ou des non-réformes ou des réformes qui n'allaient pas jusqu'au bout. Parce qu'en réalité, il prenait en compte cette réalité sociale qui résistait. Et donc, pour avancer, on faisait toujours des réformes qui en fait modifiaient le système, mais conservaient le caractère mixte de l'économie française. Ouais, donc on peut dire qu'il n'y a pas eu de stratégie du choc, comme l'a dit Naomi Klein sur d'autres pays. C'est pas ça qui s'est passé en France. En France, l'évolution a été plus progressive et on n'a pas respecté, on va dire, le petit cahier des charges la forme d'avant, mais on s'est adapté à la demande sociale et à la résistance sociale. Donc on a une société qui est un peu originale, et c'est cette originalité-là, cette hybridité, qui fait que contre laquelle, Emmanuel Macron s'est révolté dans sa campagne. Et lui, il défend une position de puriste. Il dit, pour qu'on puisse plus progresser, pour qu'on ait plus de croissance, pour qu'on ait plus de succès, pour que la France redevienne un grand pays, il faut qu'elle en finisse avec ce modèle hybride et qu'elle devienne un modèle pur. Et dès qu'on a de la pureté, évidemment, on a de la violence. Et dès qu'on a de la violence, on a effectivement des chocs, des réactions et un retour qui est celui de l'autoritarisme qu'on voit actuellement. Alors, il y a un facteur institutionnel quand même qui joue du coup dans ce passage en force, c'est ce fameux mode de scrutin qu'on a en France. Il y a beaucoup de pays où c'est la proportionnelle. Alors, il n'y a que le Royaume-Uni qui nous bat sur un mode de scrutin un peu particulier. C'est-à-dire que nous, on a un mode de scrutin où, typiquement dans l'élection d'Emmanuel Macron, avec un quart des suffrages, ça suffit à gagner l'élection in fine et à avoir une assemblée qui nous correspond. Donc il y a un élément peut-être de violence du corps social qui découle aussi des institutions elles-mêmes, que Macron n'a pas choisi mais qu'il a utilisé. En réalité, ce qu'on voit, et là encore, si on reprend la position d'Amable et Palambarini, on voit qu'on a plusieurs blocs sociaux avec des intérêts un peu différents. Et ce qu'a réalisé Emmanuel Macron autour de cette idée, de ce programme de néolibéralisme plus pur, de destruction du système hybride français, c'est une sorte d'union du bloc de ce qu'ils appellent le bloc bourgeois, qui est effectivement ceux qui sont les vainqueurs de la mondialisation, ceux qui acceptent l'ordre néolibéral et qui, si on rajoute, lors de la dernière élection présidentielle, les voix de François Fillon, mais à mon avis c'est un peu plus compliqué que ça,
représente une quarantaine de pourcents du corps électoral. Sauf qu'effectivement, Emmanuel Macron, donc, lui, passe avec 25% au premier tour, puis est élu en opposition à Marine Le Pen au second tour, et on se retrouve avec effectivement un programme qui est un programme radical, vraiment d'imposition d'un programme relativement radical sur le plan économique, avec une base sociale et électorale qui est finalement assez faible. Et lorsque la société qui a résisté à ce programme économique doit se soumettre à ce programme économique, effectivement, on se retrouve avec une résistance qui ne peut plus s'exprimer parce qu'il n'y a pas de contre-pouvoir dans le système de la Ve République, ou très peu, et que ces contre-pouvoirs sont affaiblis. On vient d'en parler à l'instant concernant la presse, mais c'est vrai aussi notamment pour la justice ou ce genre de choses. Lorsque les contre-pouvoirs sont affaiblis, eh bien, on se retrouve effectivement avec une position d'impuissance de ceux qui refusent cette évolution. Assez rapidement, cette potion-là, cette potion politique économique, elle est appliquée d'après des critères qui viendraient de la science économique, qui est souvent opposée aux négationnistes, hein, ceux qui seraient hostiles à la rationalité économique. Alors, c'est difficile de faire court, mais est-ce que ce serait vrai qu'il y aurait un consensus parmi les économistes sur les politiques à mener aujourd'hui dans notre économie? Alors en fait, il n'y a jamais de consensus chez les économistes, mais cette position-là, cette évolution de la pensée économique et cette traduction politique de la pensée économique, elle est issue d'une forme de consensus entre ce qu'on a appelé les néo-keynésiens et les néoclassiques dans les années 80-90, qui se sont mis d'accord sur des principes, et notamment un des principes, c'était les bienfaits de la concurrence. Donc, qui dit bienfait de la concurrence dit liberté du capital, et qui dit liberté du capital dit liberté du capital supérieure à toutes les autres libertés. Alors, il y a des nuances dans ces choses-là, mais ce qui est certain, c'est qu'au sein de la science économique, il y a eu une domination de ce consensus, que ce consensus, il est très légèrement en train de changer, mais en tout cas, il est en débat, mais il est encore dominant, et en tout cas, il est encore très dominant dans sa traduction politique, et que le fait que ce soit un consensus scientifique qui rejette en fait les autres idées à la marge, on parle d'hétérodoxes ou d'hérétiques d'une certaine façon, c'est-à-dire que tous ceux qui ne sont pas d'accord avec ce consensus se retrouvent à l'extérieur de la science, en dehors de la science. À ce moment-là, on a, pour les politiques, la certitude qu'on a accès à une vérité. Si vous avez accès à une vérité, vous avez accès à un absolu. Cette idée d'absolu, avec le pouvoir absolu de la Ve République, avec le système électoral qu'on vient d'expliquer, ça forme un noyau de certitude qui, lorsqu'il s'affronte à un corps social, est particulièrement violent et a en retour, et c'est ça qui est très intéressant, c'est que cette certitude s'affronte au corps social et en retour rend de la violence sous forme d'un excès d'autoritarisme, ou en tout cas d'une volonté d'imposer cette vérité à des ignorants. Et on voit très bien dans la façon dont les gens ont abordé, dont ces gens, on va dire, hein, ces gens qui sont du côté des réformes ont abordé les Gilets jaunes, il y a les sachants contre les ignares. Mais alors, du coup, il y a la certitude d'avoir raison, et puis peut-être une volonté d'exemplarité. Tu évoquais tout à l'heure cette fameuse interview à Forbes, hein, avec cette couverture du magazine, voilà, Macron comme leader of the free markets, hein, le leader des marchés libres. Et donc, est-ce qu'il ne se joue pas aussi quelque chose de prouver à la fois aux partenaires européens et aux marchés que finalement, la France fait le job, en fait, elle fait enfin les réformes qu'il faudrait. Ouais. Je crois que cette interview, elle est vraiment très symptomatique, parce qu'on a dans les origines de la pensée néolibérale cette idée qu'il faut aller au-delà. La pensée néolibérale, elle est née de ça. Elle est née du refus de se soumettre aux passions démocratiques, en réalité. Et donc de créer un cadre, notamment juridique, pour encadrer ces passions démocratiques dans la vérité économique. Et un politique, c'est quoi dans cette vision néolibérale? C'est un politique qui, justement, dépasse la passion démocratique, dépasse l'idée qu'il doit se faire réélire, se faire aimer, donner du bienfait à son peuple, pour, justement, être du côté de la vérité scientifique,
même contre son peuple. Et donc, il y a dans l'histoire du triomphe du néolibéralisme toujours ces formes de héros un peu étonnants où on va s'opposer à ça. C'est Margaret Thatcher, par exemple, contre les mineurs anglais, puis ensuite contre la poll tax. C'est Ronald Reagan contre les aiguilleurs du ciel. Ce sont toujours ces héros qui vont s'opposer à ceux qui résistent à la vérité et qui vont les soumettre. Et je crois qu'il y a aussi, dans la crise actuelle en France, cette volonté d'Emmanuel Macron d'envoyer ce message au monde que lui, il est de ce côté-là. Il fait partie de ces grands héros qui vont enfin pouvoir imposer cette idée-là. Alors, dernière question. Effectivement, envoyer un message au monde qu'il est celui qui va enfin faire les bonnes politiques, les politiques de la vérité économique, entre guillemets. Mais j'allais dire, quand on voit toutes les oppositions qu'il a face à lui, on se dit, il pourrait, on va dire, mettre un peu la pédale douce, lâcher des concessions, parce qu'il n'y a pas de pression extérieure. Il y a des pays qui ont connu des pressions extérieures extrêmement fortes, le cas de la Grèce. Pourquoi donc est-ce que, dans ce cas-là, ça ne vient pas de l'extérieur, mais ça vient de l'intérieur même du régime? Ouais. Très souvent, effectivement, et là encore, Quinn Slobodian, dans son livre, en parle de façon assez intéressante, c'est qu'il explique que pour faire céder justement les peuples à cette liberté supérieure du capital, on a recours soit à des dimensions juridiques internationales, c'est-à-dire des grandes, le FMI, l'OMC, ce genre de choses, soit à des pressions internationales des marchés, des créanciers, on a vu ça, tu l'as dit avec la Grèce. En France, il n'y a pas ça. En France, on n'est pas soumis, on n'est pas en contravention avec les règles du FMI, de l'OMC. On n'a pas besoin de demander l'aide du FMI. Les marchés, certains disent qu'il y a quand même la pression des marchés. Mais... il n'y a pas de pression au marché. Là, on a une crise sociale en France et on ne voit pas d'explosion du taux d'intérêt français. Pour refinancer la dette. Pour refinancer la dette. Donc, on n'est pas en risque de faillite, quoi qu'en disent certains. C'est pas vrai. On n'a pas de risque de faillite. On n'a pas de risque de ne pas refinancer ni nos banques, ni notre État. Donc, il n'y a pas de pression externe. Et donc, c'est ça aussi qui, à mon avis, encourage l'autoritarisme. C'est qu'il n'y a pas de pression externe sur laquelle on pourrait dire à ceux qui sont mécontents, vous ne pouvez pas faire autrement parce que il y a une réalité extérieure qui s'impose à nous. Le problème, et c'est d'autant plus vrai que les premiers résultats parce qu'Emmanuel Macron n'est évidemment pas le premier à faire des réformes structurelles en France, et que les premiers résultats des réformes structurelles en France sont déplorables, et que la compétitivité française ne s'est pas améliorée avec le CICE, par exemple, qu'en fait, on ne voit pas d'augmentation notable des parts de marché françaises, alors que les entreprises ont été, depuis 2011, les grands gagnants de toutes les réformes. Donc, il ne peut même pas dire « ça marche ». Il ne peut même pas dire on a cette pression économique et si on ne le fait pas, ça ne marche pas, parce qu'en réalité, ça ne marche pas. Donc ça ne marche pas, on n'a pas de pression extérieure. La seule voie possible, c'est d'imposer cette idée-là par l'autorité, par l'argument d'autorité, et donc d'aller dans un sens où on va restreindre les libertés publiques pour faire taire les oppositions. Alors, cette question, cet enjeu-là des libertés publiques, c'est justement l'objet du prochain débat qu'on a sur la question du droit de manifester à propos de cette fameuse loi dite anti-casseurs. Et donc je vais passer la parole à François Bonnet et Jade Lingard qui vont animer ce plateau avec des invités extérieurs qui viennent s'exprimer sur Mediapart. À tout de suite.